Mon frère s'est marié le week-end dernier. Je l'ai appris parce que les photos sont apparues sur mon écran avant même qu'il n'ait prononcé un mot. Pas d'appel, pas d'invitation, juste son visage sous des guirlandes lumineuses, à côté d'une femme qui connaît à peine mon nom. Quand j'ai enfin réussi à le joindre, elle a pris le téléphone et a dit assez clairement pour qu'il puisse se cacher derrière elle. « Ma femme ne veut pas de toi. Elle te trouve pathétique. » Il ne m'a pas défendu. Il n'a même pas respiré. Je n'ai ni pleuré ni supplié. J'ai pris du recul, j'ai longuement contemplé la vie que j'avais construite pour lui, et j'ai pris une décision qui a bouleversé la leur. Avant de continuer, d'où m'écoutez-vous? Et dites-moi, à ma place, qu'auriez-vous fait? Je m'appelle Lily Marshall, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que la loyauté pouvait souder une famille. Je l'ai appris à mes dépens à 23 ans, debout dans un couloir d'hôpital, signant des papiers que je n'étais pas prête à signer, tandis que mon frère Evan, âgé de 14 ans, sanglotait contre mon manteau. Notre mère, Julia, est décédée avant même que nous comprenions à quel point une vie peut s'éteindre subitement. À cet instant, quelque chose en moi a changé. Je n'étais plus seulement sa grande sœur. Je suis devenue celle qui gérait tout, qui payait les factures, qui veillait à ce qu'il ne soit pas submergé par le chagrin. J'ai tenu ce rôle pendant 15 ans. Tandis que mes amis poursuivaient des carrières et s'installaient dans les quartiers branchés de Kansas City, j'acceptais tous les petits boulots possibles. Intérim en bureau la journée, personnel événementiel le soir, mission de marketing en freelance entre les deux. Evan avait ses manuels scolaires, ses dossiers d'inscription à l'université, les frais du club de robotique, les voyages de fin d'année et une chambre d'étudiant à meubler. Je m'occupais de tout. Non pas parce qu'on me le demandait, mais parce que je ne pouvais pas le laisser sombrer dans le désespoir causé par la mort de notre mère. Quand Evan a commencé ses études supérieures, j'ai acheté un petit loft dans le quartier de Crossroads à mon nom. Je lui disais que c'était par commodité, mais en réalité, c'était pour lui offrir une certaine stabilité, chose qu'il ne pouvait pas encore se permettre d'emprunter. J'avais aussi mis de l'argent de côté pour le voyage en Europe, dont il parlait toujours après ses études. De petits virements mis de côté dans un fonds de voyage jusqu'à atteindre 35 000 $. Il plaisantait en disant que lorsqu'il serait ingénieur, il me rembourserait avec intérêt. Je n'y prêtais pas attention. La famille ne tient pas les comptes. Du moins, c'est ce que je croyais. Ce qui est étrange, c'est que les gens s'imaginent que la trahison frappe comme un coup de massue. Dans mon cas, c'était une douleur sourde et lancinante que je n'arrivais pas à identifier au début. Des mois avant le mariage, Evan appelait moins. Ses messages étaient plus courts. Il a commencé à dire des choses comme « je gère » ou « tu n'as plus à t'inquiéter pour moi », sur un ton qui laissait entendre que mon inquiétude l'agaçait. Quand il m'a présenté sa copine, Sienna, j'ai remarqué la façon dont elle me dévisageait, comme si elle me cataloguait. Un regard scrutateur, pas amical. C'était une influenceuse, sourire éclatant, tenues impeccables, toujours à penser à ses photos et à la lumière. Evan semblait ébloui par son assurance. Ça ne me dérangeait pas. Les gens évoluent. Les frères tombent amoureux. C'est normal. Mais je sentais que quelque chose changeait. Les conversations se faisaient plus courtes, plus rares. La voix de Sienna résonnait toujours trop près du téléphone quand j'appelais. Pourtant, je n'aurais jamais imaginé être effacée. Pas avant ce matin où j'ai ouvert mon écran et vu des photos de mariage. Mon frère dans un costume que je ne savais pas qu'il avait acheté. À côté d'une femme vêtue d'une robe que je n'avais jamais vue sous les projecteurs. Une robe à laquelle je n'avais jamais été invitée. Une cérémonie qui s'est déroulée sans un message, sans un appel, sans même un mensonge pour adoucir le choc. J'ai fixé ces photos et j'ai senti une lourdeur familière s'installer dans ma poitrine. Le même poids que j'avais ressenti dans ce couloir d'hôpital, des années auparavant. Sauf que cette fois, ce n'était pas le chagrin qui m'a frappé. C'était la prise de conscience. La famille que je croyais unie m'avait discrètement rejetée. Au moment où j'ai vu ces photos de mariage, mon premier réflexe n'a pas été la colère. C'était le déni. Un déni silencieux et désespéré qui me faisait croire qu'il y avait forcément une erreur. Peut-être une séance photo mise en scène. Peut-être s'agissait-il d'une fête de fiançailles mal étiquetée par quelqu'un en ligne. Peut-être qu'Evan allait m'envoyer un message d'une seconde à l'autre avec une explication frénétique sur des plans de dernière minute et un malentendu. Je me répétais ça en l'appelant 1 fois, 2 fois, 5 fois. Au 6e appel, la sonnerie n'a même pas retenti. Directement sur sa messagerie vocale, sa voix enregistrée me demandant gaiement de laisser un message.
Une voix que j'avais entendue, modifiée et réenregistrée avec lui, à l'époque où il était incapable de prononcer le mot « disponibilité » sans rire. À la 7e tentative, une sensation glaciale a commencé à m'envahir, pas une reconnaissance paniquée. Quelqu'un m'évitait. J'ai essayé de lui envoyer un SMS. « Evan, appelle-moi. » Puis j'ai vu les photos. Dis-moi juste ce qui se passe. Pas de réponse. Quand mon téléphone s'est enfin allumé pour un appel entrant, j'ai expiré trop vite. Soulagement, peur, tout était mélangé. J'ai glissé mon doigt pour répondre, mais ce n'était pas la voix d'Evan que j'ai entendue. Eh bien, une femme a dit, je me demandais combien de temps ça te prendrait, Sienna. Son ton n'était pas surpris. Elle s'ennuyait, comme si elle attendait ce moment, presque avec impatience. Je dois parler à mon frère, dis-je. Passe-le-moi. Un silence, un petit rire, bas et sec. Il est occupé. On vient de rentrer de la réception. C'était une réception parfaite. Ces mots me transpercèrent le cœur. Je n'étais pas invitée, dis-je en essayant de garder mon calme. C'est bien le problème, répliqua-t-elle. Ma femme ne veut pas de toi. Elle te trouve pathétique. Pendant un instant, je n'entendis rien. Ni sa respiration, ni la mienne. Juste un long et pesant silence qui s'étendait dans mon crâne. Pathétique. Je serrai le téléphone plus fort. C'est Evan qui a dit ça. Il n'a pas besoin, dit-elle. Il est d'accord. En arrière-plan, j'entendis sa voix étouffée, hésitante. Sienna, passe-moi le téléphone. Non, s'écria-t-elle plus fort, pour être sûre que je l'entende. Elle doit comprendre. On est adulte. On n'a plus besoin qu'elle contrôle tout. Qu'elle contrôle tout. De tous les mots qu'elle aurait pu choisir, celui-ci a allumé une flamme dans mes yeux. J'ai payé le loft où tu te trouves, dis-je d'un calme qui m'effrayait moi-même. J'ai acheté ces meubles. J'ai payé ses études. Le fonds de voyage que tu comptes sans doute dépenser. Je l'ai constitué pour lui. Dis-moi où est le contrôle quand on donne toute sa vie à quelqu'un. Elle ricana. Exactement. Tu utilises l'argent pour le garder sous ton emprise. C'est embarrassant. Mais ne t'inquiète pas, on paiera tout nous-mêmes. On ne vit pas dans ton ombre. Laisse-moi lui parler, répétai-je. Finalement, la voix d'Evan parvint à mes oreilles, tremblante. Lily, c'est juste qu'on ne voulait pas de problème. Des problèmes, répétai-je. De ma part, tu alourdis les choses, murmura-t-il. Sienna a raison. J'ai besoin d'espace. On a besoin d'espace. Et ta présence constante n'arrange rien. Je fermai les yeux. 15 années de sacrifices défilèrent derrière mes paupières comme des diapositives projetées. Les boulots de nuit, les frais de scolarité, les repas que j'avais sautés pour lui épargner tout ça. Tout ça balayé d'un revers de main. Sienna reprit la parole, triomphante. Voilà, tu l'as entendu. Accepte-le et passe à autre chose. La communication fut coupée. Je restai immobile, le téléphone à la main, sentant une brûlure sourde monter de mon estomac jusqu'à ma gorge. Honte, trahison, chagrin, tout se mêlait en une sensation plus vive encore. J'aurais pu rester figé. J'aurais pu pleurer. Au lieu de cela, je me levai, pris mes clés et pris la voiture pour rejoindre le loft que j'avais acheté à ceux qui étaient en lune de miel, m'ignorant complètement. Arrivé là-bas, le couloir était silencieux, chaque pas résonnant encore. Je frappai. Sienna entr'ouvrit la porte, laissant apparaître son visage, un sourire narquois aux lèvres, comme si elle m'attendait. « Vraiment? Tu es vraiment venu ?»« Je suis venue parler à mon frère, » dis-je. Elle se pencha en avant, le téléphone pointé vers moi comme une arme. « Quoi que tu aies à dire, dis-le ici. On en a assez de tes intrusions dans nos vies. » Derrière elle, Evan planait, les mains dans les poches, les yeux rivés au sol, la même posture que le jour de la mort de notre mère. Mais cette fois, le silence n'était pas de la douleur. C'était de la lâcheté. Et à cet instant, quelque chose en moi a fini par craquer. Je suis partie de ce loft sans me retourner. Mais l'humiliation m'a accompagnée jusqu'à l'ascenseur. Les murs en miroir me renvoyaient mon propre visage, imperturbable en surface, brisé en dessous. Mon mascara n'avait pas coulé. Mes cheveux étaient toujours coiffés exactement comme je les avais mis le matin même. Et d'une certaine manière,
Cela ne faisait qu'empirer les choses. J'avais l'air d'une femme maîtresse de la situation. Je ne me sentais pas comme telle. Quand l'ascenseur est arrivé au rez-de-chaussée, l'engourdissement s'était installé. Pas celui qui atténue la douleur, non, celui qui la fige, la préservant suffisamment longtemps pour qu'elle se transforme en autre chose, en quelque chose de plus aigu. Dehors, l'air du soir était chaud, chargé du léger bourdonnement de la circulation et de l'écho lointain d'une musique provenant d'un bar sur un toit-terrasse. Je suis resté un long moment près de ma voiture, respirant lentement jusqu'à ce que mon pouls se calme. Je ne pleurais pas. Je ne tremblais pas. Je ne m'effondrais pas, mais quelque chose s'était écroulé en moi. Une structure que j'avais maintenue debout pendant 15 ans sans que personne ne s'en aperçoive. Et une fois tombée, elle avait laissé derrière elle un espace propre et silencieux. Un espace où je pouvais enfin réfléchir. En rentrant chez moi, les lumières du loft se sont allumées automatiquement. C'était une habitude que j'avais prise, programmée pour que l'endroit paraisse moins vide. Ce soir-là, ça n'a servi à rien. Les pièces semblaient creuses, comme l'intérieur d'une coquille abandonnée. J'ai posé mes clés, ôté mes talons et me suis dirigé directement vers le petit bureau que j'avais aménagé par discipline, non par passion. Des dossiers, des tableurs, des plans de projet. Toute ma vie organisée en rangées nettes et en onglets de couleurs différentes. J'ai fixé l'écran et une phrase s'est formée dans mon esprit avec une clarté presque effrayante. S'ils veulent de l'indépendance, je leur en donnerai. J'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul, une grille vierge. Ligne après ligne, j'ai commencé à lister tout ce que j'avais pris en charge pour Evan. Le prix d'achat du loft, le solde de l'emprunt immobilier, les mensualités, les charges, électricité, eau, internet, les cotisations de copropriété, l'assurance, les abonnements de streaming, le covoiturage familial, la carte de crédit qu'il utilisait pour les urgences et qui, on ne sait comment, était devenue un outil du quotidien. Les 35 000 $ économisés au centuple pour les voyages. Les 2 billets d'avion pour le voyage en Europe. Je pensais qu'il le méritait. Je n'ai rien écrit, pas d'étiquette comme « sacrifice » ou « cadeau », juste les chiffres, froids et neutres. Quand le tableau d'ensemble m'est apparu, un calme étrange m'a envahi. J'avais construit un filet de sécurité si large et si solide qu'il avait pris pour le sol sous ses pieds. Et maintenant, il m'en voulait. L'ironie m'a fait rire. Un petit rire sans joie qui à peine emplit la pièce. J'ai pris mon téléphone et j'ai cherché le contact que j'utilisais rarement, sauf pour des questions juridiques concernant les contrats, Maya Lopez. Maya n'était pas une amie proche, mais elle respectait les faits autant que moi. Elle se fichait des histoires de famille ou du passé sentimental. Ce qui l'intéressait, c'étaient les documents et la propriété. Elle répondit d'une voix pâteuse. « Tout va bien. » « Non, dis-je, mais ça ira. J'ai besoin de savoir quelque chose. » Je lui lus la liste. Chaque bien, chaque compte, chaque mensualité. Ai-je le droit de défaire tout ça? Demandai-je. Chaque dollar, chaque propriété, chaque réservation, sans rien lui donner. Un froissement de papier se fit. Entendre de son côté. Puis sa voix se fit plus tranchante. Lily, tout ce que tu viens de lister est à ton nom. Propriétaire unique. Le statut de bénéficiaire ne te donne aucun droit. Prêt, facture, bien. Tu es légalement libre de rompre tous les liens financiers sans son consentement. Le calme qui m'habitait revint. Bien, dis-je. C'est à propos du mariage? Demanda-t-elle doucement. Je n'ai pas été invitée, répondis-je. Et apparemment, je suis pathétique. Maya laissa échapper un léger sifflement. Puis, assurons-nous que tu sois aussi pitoyable sur papier. Je t'envoie des modèles par email. Une fois la communication rompue, ma boîte mail s'est remplie de formulaires, d'instructions. J'ai tout imprimé et empilé soigneusement. Puis je me suis adossé à ma chaise. L'effondrement n'était pas la fin d'une structure. C'était le dégagement d'un espace. Et je savais enfin ce que j'allais construire dans cet espace. Le matin est arrivé sans prévenir. Je n'avais pas dormi. J'avais oscillé entre planification et un étrange calme cristallin. Le soleil filtrait à travers les stores en fines rayures, caressant les documents que j'avais rangés sur mon bureau, formulaires, relevés, instructions, un arsenal silencieux. À 9h01, j'ai passé le premier appel. Service client de la compagnie aérienne. Comment puis-je vous aider?
Je m'appelle Lily Marshall, ai-je dit. Je dois annuler une réservation. J'ai lu le numéro de confirmation sur l'impression. 2 billets premium pour l'Europe, pour dans quelques mois, achetés avec l'espoir naïf que mon frère ferait enfin le voyage dont il rêvait depuis ses 16 ans. Motif de l'annulation, demanda l'agent. Changement de programme, répondis-je. Je ne lui expliquai pas que la femme qui m'avait traité de pathétique comptait utiliser ses billets pour sa lune de miel, qu'elle s'était tenue dans le loft que j'avais acheté, entourée d'électroménagers et de meubles que j'avais choisis, et m'avait affirmé avec une assurance totale qu'il n'avait plus besoin de moi. L'agent parcourut son système. Vous avez droit à un remboursement de 60% et à un avoir pour le reste. Devrais-je continuer? Oui, ai-je répondu. Continuez. J'ai raccroché et j'ai regardé ma boîte mail se rafraîchir. Une confirmation de remboursement est apparue. Voyage de noces annulé. Le premier domino est tombé sans bruit, sans culpabilité, juste le doux bruit sourd de l'inévitabilité. Ensuite, ce fut le tour du fond pour les études et les voyages. J'ai ouvert le portail d'investissement, me suis authentifié à 2 facteurs et j'ai contemplé le solde. 35 000 $. Je me suis souvenu de chaque dépôt. 50 $ un mois, 5 cents le suivant. Un remboursement d'impôts inattendu en avril. De l'argent que j'avais mis de côté pour qu'Evan puisse voir Paris, toucher les murs de Florence, explorer un monde qu'il n'avait vu que sur YouTube. J'ai cliqué sur « Tout retirer ». Un avertissement est apparu. Pénalité, impôts, frais de retrait anticipés. J'ai confirmé quand même. Mon téléphone a vibré aussitôt. Un SMS de la société d'investissement. Virement initié. Les fonds seront disponibles sous 5 jours ouvrables. Le deuxième domino est tombé. J'ai fermé le navigateur et j'ai cherché le dossier hypothécaire. Le loft était le prochain sur la liste. J'ai composé le numéro de Reed Thompson, l'agent immobilier qui m'avait aidé à l'acheter. Il y a 4 ans. Reed était rapide, efficace et d'une honnêteté brutale. Exactement ce qu'il me fallait. Lily, répondit-il. Ça fait longtemps. Que puis-je faire pour vous? Je dois vendre le loft, dis-je. Un silence. Vous voulez le vendre? Je croyais que vous l'aviez acheté pour votre frère. C'est exact, répondis-je. Les circonstances ont changé. Reed ne demanda pas de détails. Il respectait les limites que ma propre famille n'avait jamais respectées. Eh bien, dit-il, on est déjà en mode affaires. Crossroad est très prisé en ce moment. Les appartements comme le vôtre trouvent preneur en quelques heures. Si on le met en vente aujourd'hui, on devrait pouvoir trouver un acheteur d'ici la fin de la semaine. C'est noté, ai-je dit. Pas de mise en scène, pas d'attente. Compris. J'envoie les papiers. Les documents numériques sont arrivés dans l'heure. Je les ai ouverts, j'ai parcouru les conditions et j'ai cliqué sur signer. Ma signature était nette et assurée, un contraste saisissant avec la femme épuisée derrière l'écran. À midi, le loft était officiellement sur le marché. Je me suis adossée, ressentant une légère satisfaction. Si Sienna voulait de l'indépendance, elle allait en faire l'expérience dans toute sa splendeur. Le premier appel du gérant de l'immeuble est arrivé cet après-midi-là. Bonjour, mademoiselle Marshall. Je dois confirmer. Avez-vous autorisé la vente de l'appartement 5C? Oui. Un autre silence. Les occupants actuels qui n'étaient pas au courant. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit. Tous les documents sont à mon nom. Veuillez procéder aux notifications nécessaires. Le gérant a expiré lentement, comme s'il ne comprenait que la moitié de l'histoire, mais suffisamment pour ne pas s'en mêler. On s'en occupe. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. J'ai imaginé la scène se déroulant dans ce loft. Sienna faisant les 100 pas, Evan, des papiers confus à la main, réalisant que le sol sous leurs pieds ne leur appartenait pas. Qu'il ne leur avait jamais appartenu. Ils avaient voulu se libérer de moi. Ils l'obtenaient. Ce soir-là, Reed a appelé. Tu ne vas pas le croire, a-t-il dit. On a déjà 2 offres. Une en espèces, bien au-dessus du prix demandé. Accepte l'offre en espèces. J'ai répondu, tu as l'habitude, tu acceptes toujours. Il a accepté pour moi. La vente a été finalisée dans les 24 heures. Je n'ai rien dit à Evan.
Je ne l'ai pas prévenu. Il ne m'avait pas prévenu pour le mariage. À bon entendeur, salut. La suite des tâches était une formalité. Simple, calme, nécessaire. Je me suis connecté au portail des services publics et j'ai transféré tous les comptes à mon nom. Immédiatement. Puis j'ai changé le mot de passe des comptes de streaming, effacé les profils, retiré son appareil du forfait familial, et j'ai annulé l'utilisateur autorisé de la carte de crédit. Chaque clic était une limite tracée, une ligne nette remplaçant 15 années de flou. Une fois la dernière tâche accomplie, je suis resté dans la cuisine à fixer mes mains. Elle ne tremblait pas. J'ai rédigé un SMS. Pas long, pas émotionnellement dur, la vérité crue. Tu voulais l'indépendance. Tu l'as maintenant. Ne me contacte plus. J'ai cliqué sur Envoyer et bloqué son numéro avant même de voir les bulles de saisie. 2 jours plus tard, les conséquences sont arrivées jusqu'à moi. Pas littéralement, mais à travers les fissures de la vie que je venais de rompre. Le concierge a laissé un message vocal. Sienna s'était présentée au bureau furieuse, brandissant son téléphone et exigeant des explications, affirmant qu'il devait y avoir une erreur. Que Evan avait essayé de me joindre à plusieurs reprises. Leurs appels n'étaient jamais arrivés. Puis Reed a envoyé un courriel confirmant que l'acompte de l'acheteur avait été versé. La signature aurait lieu dans 10 jours. Evan et Sienna seraient légalement tenus de quitter les lieux. J'ai imaginé le moment où la vie est arrivée chez eux. Le souffle indigné de Sienna. Le silence stupéfait d'Evan. 2 personnes qui avaient confondu générosité et prétention. Mais je n'ai ressenti aucun triomphe, juste de la lucidité. On ne peut pas exclure quelqu'un de son mariage et s'attendre à ce qu'il continue à construire votre vie à votre place. La semaine suivante, Reed a envoyé un dernier message. Mise à jour. Vente conclue. Le courriel disait « Les fonds ont été transférés ». Je fixai le chiffre, une somme qui représentait bien plus qu'un simple transfert d'argent, la fin d'une histoire. Le loft avait disparu. La lune de miel était terminée. Notre bouée de sauvetage financière avait disparu. Et pour la première fois depuis que j'avais vu ces photos, je sentis l'oppression dans ma poitrine se relâcher. Pas du soulagement, pas encore, mais quelque chose de plus apaisant. Comme la première inspiration après une longue plongée sous-marine. 2 semaines plus tard, Reed rappela. « Tu ne vas pas le croire, dit-il. »« Quoi encore ? Ton frère est passé à l'agence, il voulait savoir ce qui s'était passé, pourquoi tu avais vendu, pourquoi tout avait fermé. » J'attendais la chute, et la seule chose qu'il put dire fut « Elle est allée trop loin. » Je laissai échapper un petit rire. « Trop loin, répétai-je. » Reed hésita. « Ça va, Lily. » Je réfléchis. « Oui, dis-je. » Et pour la première fois, c'était vrai. Mais le véritable dénouement ne vint ni d'un appel, ni d'une vente, ni d'un remboursement. Le silence était la clé. Les jours passèrent, les semaines aussi, sans message, sans tentative de contact par l'intermédiaire d'amis, sans excuses, juste l'écho d'une relation qui reposait entièrement sur mes efforts. Et puis, finalement, la vérité s'est imposée. Je ne l'avais pas quitté. C'était lui qui était parti le premier. Je n'avais fait que fermer la porte derrière lui. 4 mois s'écoulèrent sans un mot entre nous. Ma vie ne s'est pas effondrée comme il avait dû l'imaginer. Elle est devenue plus calme, plus nette, plus stable. J'ai obtenu une promotion, j'ai emménagé dans un appartement plus petit qui me ressemblait vraiment, et j'ai réservé un voyage en solo à Yellowstone, juste pour le plaisir. Le silence, finalement, pouvait être une forme de liberté. Puis, un après-midi, un numéro inconnu a composé mon numéro. J'ai failli laisser sonner, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Lily. La voix d'Evan était brisée, faible, éraillée. Rien à voir avec l'homme qui m'avait dit avoir besoin d'espace. Il m'a tout expliqué par bribes. Comment Sienna avait dilapidé leurs économies à la poursuite de contrats publicitaires qui n'ont jamais abouti. Comment l'annulation de leur lune de miel l'avait humiliée publiquement. La perte de leur loft les avait contraints à se débrouiller avec des locations de courte durée. Puis, le coup de grâce. Elle l'avait quitté pour quelqu'un d'autre avec plus d'opportunités, emportant avec elle la moitié de leur dette. « Je n'ai nulle part où aller, » avait-il murmuré. « Je peux rester chez toi le temps de me remettre sur pied. » Je n'ai pas élevé la voix. Je ne l'ai pas réprimandé. J'ai simplement inspiré profondément, lentement. « Non,
ai-je dit. Tu voulais ton indépendance. Vis là. Puis j'ai raccroché et bloqué son numéro. Je n'ai pas éprouvé de triomphe en posant le téléphone, juste une sensation de stabilité, comme celle d'une porte qui se ferme enfin après des années de travers. Mon monde est plus petit maintenant, mais il est plus clair. Je me réveille sans cette angoisse sourde de savoir qui aura besoin d'être secouru ensuite. Je fais de la randonnée le week-end, je cuisine pour une personne et j'embellis ma maison avec des objets que j'ai vraiment choisis. Couper les ponts avec lui n'était pas une vengeance. C'était une question de survie. Si vous avez déjà dû poser des limites claires avec votre famille, vous n'êtes pas seul. Dites-moi d'où vous écoutez et ce que vous auriez fait à ma place. Si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.